Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. On est en direct, il est 10h45. C'est le moment du grand débrief de l'ActuTech sur la chaîne Bismart. Il est 10h45, on est en direct sur Bismart. Vous regardez le grand débrief de l'ActuTech de Smart Tech. Et aujourd'hui, autour de la table pour commenter ces actualités que nous avons sélectionnées, Margarita Zlatkova est avec nous, directrice monde de la performance chez Zitag, experte s'il en est en pub numérique, e-pub. Et donc, vous allez tout nous dire de ce nouveau traceur qui fait polémique, Utic. Avec nous également Henri Dagrin. Bonjour Henri, Bonjour. délégué général du SIGREF. Bon, tous les sujets vous intéressent évidemment dans ce qu'on a choisi, mais peut-être plus particulièrement celui de la révolution du PC, non? Ça doit passionner C'est un élément intéressant. le DSI au fond de vous. Bref, Julien Pillot est avec nous également, enseignant-chercheur à l'INSEC en économie. Bon, de la même façon, bonjour Julien. Bonjour Delphine. Voilà, vous êtes ravi de tous les sujets qu'on a sélectionnés ensemble, n'est-ce pas? Donc je disais, on va parler de ce traceur Utic, dénoncé à tort ou à raison. On va faire une petite revue de presse, on va sortir nos cartons rouges, mais peut-être aussi des cartons verts. On va parler des 93 milliards d'euros d'investissements étrangers qui ont été annoncés à l'issue du sommet Choose France. On verra si cette fin de Macronie se fait en fanfare pour la tech. Vous me direz ce que vous en pensez. On va s'intéresser aussi au pape Léon XIV qui appelle à désarmer l'intelligence artificielle. Voilà, est-ce qu'il porte la bonne parole? Et puis donc Microsoft et Nvidia qui veulent réinventer le PC extraordinaire. Ou alors on n'en est pas du tout là. On commence par s'intéresser aux océans. À Monaco, s'est tenu deux événements, la Monaco Blue Initiative et la Blue Economy and Finance, oh là là, forum, je vais y arriver. Pour lancer cette discussion, Cyril Gomez est connecté avec nous normalement. Il est directeur général adjoint de l'Institut océanographique de Monaco. Donc ces deux événements avaient pour idée de rassembler des scientifiques, mais aussi des acteurs économiques, de la finance et de l'innovation pour trouver des solutions concrètes pour protéger nos océans. On va peut-être commencer par cette question d'ailleurs. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de nos mers, de nos océans? Bonjour, en premier lieu. L'état des lieux est évidemment préoccupant pour plusieurs raisons. La biodiversité recule et les paramètres de l'océan sont plutôt subissent de plein fouet le changement climatique, les pollutions des activités humaines. Ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Dans les bonnes nouvelles, il y a un gros travail qui est fait sur le plan politique depuis une quinzaine d'années, notamment avec l'impulsion du prince Albert II de Monaco, pour développer des outils internationaux. Donc c'est bien, on a l'accord sur la biodiversité mondiale, l'accord sur la biodiversité en haute mer, mais c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, tout l'enjeu est de passer de ces décisions politiques à la mise en œuvre. Et pour la mise en œuvre, à Monaco, on pense que les pouvoirs publics ne suffisent pas seuls. Il faut que tout le monde travaille ensemble, les scientifiques, les ONG, les secteurs publics, mais aussi et surtout le secteur privé. Et vous êtes satisfait justement de ce qu'ont donné ces discussions-là au cours des événements que j'ai cités? Oui, il y a un changement d'approche sur l'économie maritime qui trouve de plus en plus de solutions, que ce soit dans l'innovation des mécanismes de financement ou dans l'innovation technologique, qui permet de bouger. Alors, on peut plus parler de niche en fait. C'est ça l'évolution positive qu'on peut constater aujourd'hui, notamment quand vous pensez au shipping, quand vous pensez aux infrastructures portuaires, au tourisme côtier, à la pêche évidemment. Toutes ces activités sont lourdes, on est dans les activités mainstream, je dirais, et des solutions de durabilité et de financement existent de plus en plus. Alors justement, ce que j'ai lu dans la présentation, vous dénoncez que pendant des années, finalement, le débat était mal posé, qu'on opposait l'exploitation et la conservation des océans. Est-ce qu'on sort un peu de cette impasse selon vous? Comment est-ce qu'on fait justement pour trouver peut-être d'autres modèles économiques autour de l'océan? Oui, on pense que l'océan finalement aujourd'hui peut être investissable
et de façon durable. Et c'est ce qu'on voit au travers notamment de tout un tas de nouveaux instruments financiers. On a un problème de dérisquer l'économie maritime, donc on a des assurances paramétriques qui permettent Mhm. de faire ça. Pour le dire simplement, ça permet d'assurer, et c'est difficile, une barrière de corail qui joue un rôle de protection côtière. Ça doit s'assurer ce genre d'infrastructure naturelle. On a évidemment des solutions en aquaculture qui permettent à moindre coût de produire des protéines de qualité, parce que beaucoup d'êtres humains dépendent du monde marin pour accéder à des protéines. Bref, on a là-dedans, vous voyez, dans tout un tas de domaines, Ouais. des possibilités d'investissement rentables et aussi qui préservent l'environnement. Un Alors, des... oui, non, j'ai Oui. déjà des réactions en plateau, je vois les têtes qui bougent autour de moi, mais juste avant de leur donner la parole, peut-être nous pointer quelques techs, quelques innovations qui vous ont semblé intéressantes, parce que vous aviez un hub vraiment dédié à l'innovation autour de la protection de l'océan. Oui, tout à fait. Nos sessions, elles étaient organisées avec des panels comme ça peut être d'habitude, mais aussi pas mal de pitch sessions pour démontrer des solutions concrètes. Vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle. Je peux peut-être citer une entreprise qui s'appelle Cosma, Oui. qui est une entreprise française et qui développe des drones sous-marins en nuage qui peuvent faire des cartographies très précises du fond marin et couplées avec de l'IA qu'on entraîne permet d'identifier tous les éléments de biodiversité qu'il y a au fond. Et ça, c'est très puissant. Alors, ceux qui plongent, ils savent que quand on plonge, on ne voit pas grand-chose. Mm. On parcourt des toutes petites surfaces. Là, ça permet d'abord de couvrir de grandes surfaces à l'échelle d'une infrastructure, finalement. Et avec l'IA, d'avoir un recensement de biodiversité vraiment exhaustif et du coup, de prendre des bonnes décisions au moment de réaliser l'infrastructure ou le projet. Henri, alors, Ouais, vous bah, voulez réagir? oui, bah, c'est l'ancien officier de marine hein, Oui. qui est très touché par ce sujet. Et en premier ordre de grandeur, en fait, les deux sujets principaux qu'il faut avoir en tête, c'est d'abord le réchauffement climatique qui engage le réchauffement des masses d'eau, hein, des océans, et leur acidification. Ça, c'est le premier et le plus vaste sujet à traiter. Et donc, on ne le traitera qu'en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième sujet, c'est celui des pollutions, et notamment pollution plastique, hein, qui provoque une dissémination de ces plastiques partout dans les océans. Et on devrait appeler cette planète, non pas la planète Terre, mais la planète mer, puisque c'est plus de 70% de sa surface qui est recouverte par les eaux maritimes. Et notre avenir sur Terre dépend de la préservation que nous allons pouvoir mettre en place de ces espaces océaniques. Mm. Ah, Julien, un mot aussi? Oui, je voudrais réagir à quelque chose que j'ai entendu de la part de l'intervenant, de la part de Cyril. C'est en économie, les océans, les mers, ce sont des biens communs. Et les biens communs sont frappés d'un paradoxe économique qui est bien connu, qui est bien documenté, qui s'appelle la tragédie des communs. C'est des années 70. Osborne. Ostrom, exactement, qui l'a développé. Et il y a forcément un conflit à un moment donné entre exploitation et préservation du bien commun. Alors évidemment, la technologie, l'innovation peut nous permettre de déplacer le curseur, mais jamais de résoudre parfaitement cette ligne de fracture entre les deux. Et on a donc besoin de régulation. En plus de la technologie, on a aussi besoin de régulation. Et on a un exemple récent, finalement, Pour orienter la finance, en fait, c'est ça? pour orienter la finance et puis pour éviter en fait la surexploitation des ressources. La mise en place de quotas sur la pêche intensive de thon rouge en Méditerranée a permis de repeupler la Méditerranée en thon rouge et donc préserver à la fois les activités économiques futures, mais aussi cette biodiversité qui est absolument indispensable. Et j'inviterai Cyril peut-être, si ce n'est déjà fait, à se tourner vers l'Union pour la Méditerranée qui travaille beaucoup sur ces sujets-là de préservation, alors non pas des océans, mais de la mer Méditerranée. Ils ont des solutions à la fois technologiques, mais aussi politiques qui sont sur étagère et qui peuvent peut-être les intéresser. Alors, vous avez un plan Méditerranée, hein, d'ailleurs, que vous venez de lancer. Oui, oui. Alors là, vraiment, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Notre séquence de 3 jours, d'ailleurs, Monaco Blue Initiative, est consacrée à la gouvernance et le Blue Economy and Finance Forum au déploiement de solutions privées. Donc, on est très convaincus, comme ce qui vient d'être dit, que c'est la combinaison des réglementations et de la bonne orientation des capitaux qui constitue la solution. Et notamment, dans les conditions, il faut arrêter les subventions nocives. Aujourd'hui, le marché est finalement pénalisé
par des solutions non durables qui sont soutenues à coût de milliards, 22 milliards d'euros par an à l'échelle globale pour soutenir la surpêche, qui sans ça ne serait pas viable finalement économiquement et qui viennent complètement impacter tous les efforts de restauration ou d'activité durable. Donc on a de gros enjeux de gouvernance et de solutions technologiques dans ces sujets-là, en Méditerranée et ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre éclairage. Cyril Gomet, je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Institut océanographique de Monaco. Merci encore. Nous, on continue notre débrief. On passe au tracker UTIC, dénoncé à tort ou à raison. C'est la question que je vous pose. Peut-être qu'on va commencer par expliquer comment ça fonctionne, UTIC, Margarita. Alors, très simplement, UTIC fonctionne un peu de la même manière que les cookies qu'on avait jusqu'à présent. Quand on arrive sur un site éditeur, on a une proposition de consentement qui est demandée. Et en fait, on accepte la possibilité d'avoir un identifiant qui est créé, qui n'est pas calqué cette fois sur des données de la machine, mais par contre sur l'adresse IP. Eh oui, mais ça fait quand même toute la différence. Ça s'est présenté d'une manière très douce, Margarita. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'UTIC aujourd'hui? Parce que depuis le début de l'année 2026, on s'aperçoit qu'effectivement, dans les boîtes de consentement, il y a un nouveau truc qui est apparu et qui semble quand même un peu plus engageant que le traçage par cookie, qui est vraiment un traçage qui démarre par récupérer notre adresse IP, créer un identifiant à partir de ça avec notre opérateur, que ce soit fixe ou mobile, pour tracer ensuite tous nos surfs, toutes nos connexions. C'est très intéressant que UTIC, cette polémique UTIC apparaisse qu'à maintenant, parce qu'ils existent depuis 3 ans. Ils ont une étendue, ils couvrent quand même plus de 90% de la population française. Et ils ont toujours été extrêmement honnêtes et ouverts et transparents sur la manière dont ils fonctionnent. En fait, c'est un identifiant alternatif, donc par rapport aux cookies, qui est apparu par la nécessité en fait de continuer à faire de la publicité de manière, j'allais dire, efficace. Mais pour poser le contexte, la publicité digitale et les investissements dans les annonceurs a un besoin essentiel qui est le calcul du retour sur investissement. Un annonceur n'investit pas dans la publicité juste pour le principe de donner de l'argent aux éditeurs. Et il le fait pour un retour sur investissement. Ce que faisait le cookie et ce qui fait maintenant moins bien, parce qu'on l'a fait quasiment disparaître, c'est de mesurer ce retour sur investissement. C'est de savoir combien 1 euro investi a ramené en termes de chiffre d'affaires. La baisse des cookies entraîne d'abord ce problème-là, c'est-à-dire qu'on ne mesure plus efficacement. Et le deuxième effet, qui est encore plus important pour moi, c'est qu'on a un shift des budgets investis du open web, des sites éditeurs, vers les GAFAM. Parce qu'eux, ils ont toute la donnée sur les utilisateurs. On parle pas seulement de données personnelles, toute la navigation des utilisateurs. Ils ont tout ça chez eux. Ils ont la capacité de cibler de la manière la plus pointue possible et également aussi de mesurer de la manière la plus pointue. En fait, les ID alternatifs... Donc là, vous nous dites, là, on a une alternative française en plus. Une alternative européenne, parce qu'à la base, oui, on a des opérateurs, donc c'est né par Deutsche Telekom, Orange, on a également maintenant d'autres opérateurs, mais il y avait Vodafone, Deutsche Telekom et Orange à la base, donc vraiment une alternative européenne, qui permet aussi de préserver l'attractivité de l'open web face aux GAFAM. Ça, c'est une des premières choses, mais également aussi de continuer à permettre aux annonceurs de mesurer concrètement. On peut donc l'open web, juste parce qu'on n'est pas hyper spécialiste quand même dans ces sujets-là, c'est en fait de la publicité qui est affichée sur les sites internet. Les sites internet, tout à fait, sur les sites d'information, sur le Figaro, sur Le Monde, sur le Nouvel Obs, sur toute la consultation qui se passe en dehors des GAFAM. D'accord. J'ai une question quand même encore sur le fonctionnement, parce que comme c'est lié à l'adresse IP, donc de ma box par exemple, à mon domicile, donc ça veut dire qu'il va y avoir le même ciblage publicitaire pour tout le foyer. Pour tout le foyer. Donc c'est pas hyper précis. Il n'y a pas de discrimination. Et si dans le foyer il peut y avoir des tensions sur ce qui est finalement utilisé en termes de navigation... Alors, c'est un tout petit peu plus intelligent que ça, parce qu'effectivement, il y a soit des foyers, soit des utilisateurs individuels. Quand on a aussi également un mobile qui est rattaché, du coup, ça devient individuel, parce qu'on peut individualiser effectivement la publicité. Donc, il y a un peu plus d'utilisateurs individuels que de foyers, mais également aussi les foyers. Mais on a exactement le même souci avec la CTV, avec la Connected TV, qui a exactement le même problème. Elle est sur le foyer et non pas sur les utilisateurs. Sur l'ordinateur familial, sur lequel on est les enfants, la femme, le mari, et qui on a tous la même consultation. Donc en fait, il n'y a pas un paradigme, un changement énorme par rapport au cookie. Le gros changement, c'est qu'en fait, le cookie n'a jamais été créé pour la publicité.
Il a été créé pour tout autre outil. C'est un outil technique qui permettait de se connecter, de reconnaître une personne quand elle veut se reconnecter, d'éviter de refaire son mot de passe 15 fois. Et en fait, il n'a pas... Exactement. Ouais. Il n'a pas été créé pour la publicité. Donc, il avait beaucoup de défauts. Il avait des problèmes aussi de privacy. On va être effectivement de sécurité, de privacy, de protection des données. Donc, effectivement... on a eu raison à travers de différentes réglementations et différentes initiatives de quand même beaucoup plus intrusif. Enfin, je ne sais pas quelle est votre réaction. Alors, c'est pas beaucoup plus intrusif que le cookie lui-même, tout simplement parce que à partir de l'adresse IP n'est pas utilisée. Ce qu'on utilise, c'est un identifiant. Donc, en fait, à partir de l'adresse IP, on crée une suite alphanumérique d'identifiants qui, si vous avez donné le consentement sur un site donné, vous reconnaît quand vous y retournez et vous propose des contenus en rapport avec ce que vous avez regardé, plus de la publicité ciblée. Il permet également aussi de mesurer par la suite. Et en fait, cet identifiant-là, ce qui est bien chez Utic, c'est qu'il n'est pas partagé. En fait, il n'est pas le même sur chaque site éditeur, ce qui ne permet pas à un annonceur précis d'aller suivre une personne d'un site à un autre, ce que le cookie permettait. Et en fait, il n'y a jamais de partage de cet identifiant en clair avec qui que ce soit en dehors de Utic. C'est le seul gardien de cet identifiant. Et les opérateurs. Et les opérateurs, bien sûr. Mais ils font partie de... voilà. Parce que c'est lié à notre abonnement, quand même. Tout à fait. Télécom. Tout à fait. C'est peut-être le problème. Alors, on met un carton rouge ou un carton vert à Utic ? Moi, je vais vous dire pourquoi je mets un carton rouge tout de suite. C'est que pour moi, c'est la bannière de consentement qui est complètement ratée. C'est-à-dire que l'objectif qui était de faire un truc un peu transparent, on a le choix. Finalement, on clique super vite sur oui et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et quand on commence à s'apercevoir que, oh là là, il y a mon adresse IP, c'est lié à mon abonnement. Là, on se dit, mince, j'ai cliqué peut-être un petit peu trop vite. Donc, pour moi, ça, c'est carton rouge et il n'y a pas assez de transparence. Merci de nous avoir fait une explication, Margarita. Carton rouge, carton vert. Ni l'un ni l'autre en vérité. Comment ça ? Ni l'un ni l'autre parce que les deux alors. Il y a deux choses qui ne changent pas avec Utic. On remettra pas en cause l'économie web qui de toute façon est basée sur une question d'attention, de clics et de mesure de la performance parce qu'une grosse partie du financement du web se fait par la publicité. D'accord. Donc ça là-dessus, ça changera pas. Oui. Ce qui changera pas non plus, c'est de toute façon, on était traqué avant avec les cookies, on le sera aussi avec Utic par d'autres moyens, mais les mécanismes à la fois front et back office franchement, restent à peu près les mêmes. Ce qu'on peut déplorer quand même avec Utic, c'est que pour pouvoir supprimer les cookies, c'est assez simple. On va sur son navigateur qu'on utilise, on clique, et en gros, on supprime les cookies. Alors, pour vider le cache. Pour vider le cache. Avec Utic, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller sur leur site, rentrer dans une procédure, et c'est une procédure qui est valable seulement pendant 1 an, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais en revanche, jusqu'au prochain le problème, c'est que les cookies, effectivement, qui n'ont pas du tout été initialement fabriqués et pensés pour le ciblage publicitaire, le tracking site par site, le sont devenus de fait. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des solutions qui sont non propriétaires. Elles finissent par devenir propriétaires par le raffinement des données qui sont faits par les différentes entreprises. Là, j'ai l'impression que Utic est en train de monopoliser d'une certaine façon le ciblage publicitaire et ça, pour un économiste, le monopole, a priori, c'est pas toujours génial. C'est pas le seul. On met l'accent sur Utic parce que, pour une simple raison, c'est parce que c'est le plus transparent. Mais il y en a d'autres. Il y en a plein. En fait, ils sont plusieurs à avoir signé avec l'ensemble des opérateurs. En fait, Utic est le seul qui a ce fonctionnement-là avec qui utilise effectivement les données des opérateurs, mais des ID alternatifs, il y a plus de 90 connus en Europe. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de cette monopolisation parce qu'ils sont énormément. Ils ont des fonctionnements différents. Ce que moi je trouve beaucoup plus, pour moi perturbant pour la vie personnelle, c'est ceux qui sont basés sur l'adresse email. Parce que là, pour le coup, on est sur une vraie donnée personnelle. Oui. Mon abonnement, c'est l'abonnement de mon foyer. Il n'est pas utilisé par Utic, il n'est pas transmis aux annonceurs. Or, mon adresse email, elle est personnelle, elle m'identifie moi. Absolument. En tant que personne. Et je suis traquée. Carton rouge ou carton vert ? Moi-même. Parce qu'en fait, on est en train de changer de couleur de carton au fur et à mesure que Margarita parle. Non, c'est ça ? Il faut s'engager. Oui, je vais m'engager, mais juste pour dire que à un moment, de toute façon, on a besoin de faire fonctionner cette économie. Sinon, on va appauvrir cette économie. Sinon, peut-être on peut repasser à un modèle payant. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est effectivement qu'il puisse y avoir des mécanismes simples pour supprimer ce type de consentement, pouvoir y revenir très, très simplement. Et ça, je trouve qu'avec Utic, manifestement, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle je mettrai un carton rouge. Ok, très bien. Je me suis engagé. Margarita, je ne demande pas, c'est un carton vert.
Pour moi, c'est un carton vert parce que je connais effectivement la plus grande partie des identifiants universels. Je trouve que UTIC a cet avantage-là d'être transparent et de permettre, moi, contrairement à mon avis un peu différent parce que je connais les autres, de manière beaucoup plus simple de supprimer son consentement. Tout est relatif en fait, dans la transparence. Effectivement. J'en connais quelques autres qui non seulement ne demandent pas le consentement, mais ne sont pas transparents aussi sur la manière de les supprimer. Et on se rend en fait jamais compte qu'ils sont présents et qu'ils font le tracking. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont dit que c'était pas si simple que ça de supprimer. Oui, mais ce que nous dit Marie-Arthur, c'est qu'il y a pire. Oui, non, mais Alors, on passe à la revue de presse. Le Monde titre: au sommet de Choose France, Emmanuel Macron annonce un record de 93 milliards d'euros d'investissement étranger. Alors, est-ce que c'est une fin de Macronie en fanfare pour la tech? Vous dites oui, carton vert, non, carton rouge. Et je ne montre pas l'exemple puisque je suis très mesurée. Il y a du très bon. Okay. Et puis alors, il y a du quand même questionnable. On n'a pas vu ton carton, Julien. Ouais, alors vas-y, c'est toi qui es le plus catégorique. Pourquoi non? Parce que si c'est un fin de règne en fanfare pour la tech, c'est un fin de règne en fanfare pour la tech, surtout étrangère en vérité. Parce qu'une grosse partie des investissements qui ont été annoncés... C'est le principe de Choose France, hein. On est d'accord. On est d'accord. Il n'en demeure pas moins que ça a été présenté comme très gros avantage pour la France. Mais le problème, c'est que ça cible essentiellement des data centers. Une grosse partie de ces investissements sont ciblés pour les data centers. Et les data centers, en vérité, aujourd'hui, ils sont gavés de technologies et de semi-conducteurs étrangers. Donc on commande à l'étranger, alors avec de l'argent qui vient de l'étranger, mais qui bénéficie in fine à des entreprises étrangères. Et puis derrière, ces data centers, aujourd'hui, alors ça peut changer à l'avenir, mais aujourd'hui, ils sont surtout mobilisés pour entraîner des algorithmes étrangers, pour stocker des données à des fins de streaming qui profitent aussi à des acteurs étrangers. Donc en vérité, une grosse partie de l'économie liée aux data centers en aval est aussi une économie qui bénéficie beaucoup à l'étranger. Donc à la sortie, ça fera peu de création d'emplois et pas tant de création de valeur que ça pour la France. 15 000 sont annoncés. 15 000 sont annoncés, oui. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Surtout, l'essentiel de ces investissements, manifestement, représente en fait une activité extractive de l'énergie bas carbone produite en France. C'est ça. Voilà. Comme... chacun ses atouts. Oui, mais encore faut-il que ça bénéficie à l'économie française. Alors, ça va bénéficier, si, quand même, à certains acteurs comme Schneider Electric, qui produit des équipements, pour les data centers. Mais, in fine, vous savez, aujourd'hui, un data center extrêmement moderne, c'est quasiment une dark factory. Il y a pas grand monde dedans. Pas de monde. C'est sûr. Voilà, ça produit très peu d'emplois. Et ce qui intéresse les investisseurs en venant en France, c'est d'abord et avant tout cette énergie bas carbone. Donc on vient extraire, miner, pour produire du token, on vient miner notre énergie bas carbone. Ouais, c'est un des éléments essentiels. Et ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'on va continuer à multiplier les centrales pour pouvoir continuer à fournir de l'énergie supplémentaire? Il faut quand même avoir en tête les rapports. Hein. Quand on annonce un data center de 2,4 gigawatts, ça fait 2 tranches de PR. Ouais. Oui. 1,2 gigawatts un EPR. 2 tranches de PR. Ouais. Pour l'instant, on n'en construit que 6. Hein. Et la question qui se pose, c'est est-ce que certaines régions dans lesquelles on implante ces data centers ne vont pas se trouver en sous-tension électrique parce qu'elle va être absorbée par les data centers? Est-ce que les prix de l'électricité ne vont pas augmenter suite à cela? Et puis on se retrouve dans une situation de tension. Hein. On ne peut pas en même temps à long terme, à moyen terme, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on produit plus d'électricité qu'on en consomme, mais décarboner l'industrie lourde, décarboner les mobilités, décarboner le confort thermique, et alimenter les data centers, à un moment, est-ce que les courbes, comment est-ce que ça évolue? Et puis on ne peut pas parler d'une politique industrielle non plus. Voilà. Alors, je vous propose qu'on enchaîne parce que vraiment, ça va très très vite. Hein. Les Échos, titre: la technologie peut guérir, elle peut aussi diviser. C'est le pape qui est cité, le pape Léon XIV, qui appelle donc à désarmer l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il vous semble qu'il porte la bonne parole? Carton vert, oui. Carton rouge, non. On est tous d'accord avec le pape, dis donc. Unanimité. Ok. C'est extraordinaire.
Margarita, qui n'a pas eu le temps tellement de s'exprimer sur le sujet précédent. Moi, c'est carton vert parce que tous les messages que le pape a portés sont vraiment des messages de fond qu'on discute depuis des années sur l'intelligence artificielle. On parle de l'impact sur l'humain, on parle de l'impact sur la paix, sur la médecine, sur notre monde, mais on parle aussi de l'impact sur les plus fragiles, sur les jeunes, de la dominance par la désinformation. En fait, on parle de tous les sujets, je pense surtout de la souveraineté, qui est quand même un des sujets des centraux, la gouvernance. Le sujet que je pense le plus important et qui remet très bien au cœur de tout ça, et d'où désarmer l'IA, c'est aussi la gouvernance. Est-ce qu'on peut laisser des multinationales, dont une grande partie sont quand même américaines, gouverner en fait ce monde-là pour le monde entier? Est-ce que on peut laisser ces entreprises-là avoir toute la valeur, tout le savoir-faire, et en fait le reste de la société porterait les... quand même bravo de s'emparer de ce sujet de l'IA, de poser les vraies questions sur la table. Ouais, tout à fait. Ouais, juste d'un mot, quelque chose à rajouter, Julien? Le mot qu'il faut prononcer, je pense, pour compléter les tiens, c'est l'éthique. Cette encyclique, elle est vraiment orientée autour de l'éthique, à la fois des affaires, au sens général, puis l'éthique évidemment des entreprises dans leur choix de politique générale autour de la tech, parce que la tech aujourd'hui effectivement résout beaucoup de problèmes et continue à en résoudre, mais elle génère aussi son lot d'externalités négatives, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociétales aussi. Elle divise énormément, et lorsqu'elle est mise entre de mauvaises mains pour de mauvais desseins, et bien en vérité elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Donc là il y a une question évidemment d'éthique fondamentale à se poser, et je pense que le pape a mis le doigt là où il fallait. Un mot. Cette encyclique, indépendamment de vos convictions religieuses ou philosophiques, si vous êtes un dirigeant de quelque domaine que ce soit, de quelque secteur que ce soit, si vous ne l'avez pas lu, dans le monde qui vient, c'est une faute professionnelle lourde. On passe au numérique. Les numériques qui titrent RTX Spark. Comment Nvidia lance ses processeurs pour PC portable. Enfin, surtout comment Microsoft et Nvidia, je traduis vite parce qu'on est pressé, disent réinventer le PC. Donc, carton vert, vous dites oui, c'est génial la réinvention du PC. Carton rouge, vous n'êtes pas très chaud. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Voilà. Alors, Henri, on voit pas. Ok. Vert. Vachement bien. Pourquoi? Parce que des PC dans lesquels il y aura de l'agentique à intégrer au cœur du système. Non, mais c'est ça pour résumer. C'est surtout que c'est d'abord, c'est très bien de réinventer le PC. À un moment, réinventer cette architecture, c'était quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Mais surtout, ça va permettre de pouvoir s'affranchir, de faire tourner des grands modèles ou des modèles très importants de langage sur une infrastructure locale. Ouais. Et ça permet de s'affranchir, notamment du cloud. Et pourquoi? Pour pouvoir protéger ces données notamment sensibles, dès lors qu'elles tournent sur un modèle. C'est probablement, rouge comme moi, pour l'instant... Parce que j'ai mis un rouge et un vert. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Henri. Le seul bémol que moi j'ai, c'est qu'on commence à devenir extrêmement dépendant d'un acteur comme Nvidia, qui est déjà extrêmement présent dans l'IA et qui maintenant accapare la totalité du sujet. Julien. Non, je suis obligée. Parce que non, mais c'est très bien d'avoir enfin un Windows qui soit orienté sur une architecture ARM, ce que permettra effectivement ce partenariat avec Nvidia. En revanche, le dindon de la farce, effectivement, c'est peut-être Intel qui risque de perdre de nouveau des plumes et à la sortie, effectivement, renforcer d'autant plus l'hégémonie d'Nvidia qui commence à devenir extrêmement transversale. Moi, j'ai mis un rouge parce que je m'inquiète en fait qu'on nous impose cette IA agentique et qu'on perd définitivement la maîtrise de nos PC, qu'on passe au début on programmait la machine, maintenant on l'utilise et puis demain on la consommera simplement. Voilà. Merci à tous les trois de ne pas avoir été d'accord avec moi. Margarita Zadkova, directrice monde de la performance chez Zitag, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, et Julien Pillot, chercheur en économie à l'INSEC. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve pour un nouveau direct. Ce sera jeudi à 10h45 comme toutes les semaines. En attendant, dès lundi, de nouvelles histoires sur la tech sur Bismart à suivre dans Smart Tech.